Bonsoir à tous, merci de votre présence. C'est Orlane qu'il y a autant de monde. L'Assemblée est un peu plus par semaine. Je suis contente que nous, c'est quand même le but de notre association. Donc, c'est la Fédération des associations des parents d'élèves du canton de Fribourg. Et puis, chaque année, notre Assemblée générale, on donne la possibilité à une des associations d'organiser l'Assemblée et de choisir un peu le thème de l'Assemblée. Donc, je remercie Véronique qui a tout organisé. Et puis, pour elle, c'était vraiment important de parler de l'autisme parce que vous avez justement un enfant qui a atteint d'autisme dans le cercle scolaire. Donc, pour nous, c'est important de traiter ce sujet. Et puis après, la conférencière, je n'ai pas eu grand-chose à faire. Donc, c'était parfait. Donc, je vais laisser la parole à Orlane, qui est québécoise avec un bel accent, qui va nous enchanter et qui va nous transporter au Canada. J'espère bien. Je salue aussi toutes les personnes qui sont en ligne. Bienvenue à tout le monde. Il y aura une partie questions à la fin. Vous pouvez peut-être mettre des commentaires si jamais dans les conversations, on les transmettra. Après, si les gens qui sont présents aimeraient poser des questions, est-ce que ça vous dérange si on continue à filmer ou est-ce que vous aimeriez qu'on coupe la caméra? C'est vous qui savez. Après la caméra. Vous n'avez pas filmé, hein, donc c'est juste votre voix, mais si tout d'un coup, ou après vous aurez quand même la possibilité aussi. Oui, je disparaîs pas. Si c'est plus personnel, je vous laisserai peut-être regarder directement avec Orlane. Voilà, merci. Oui, c'est mon Karine, mais excusez pour le dynamisme. Alors, je suis contente de vous voir ce soir. Moi, comme elle l'a dit, je suis Orlane Tremblay, je suis enseignante spécialisée, reconnue comme enseignante spécialisée en Suisse et de formation, en fait, je suis enseignante en adaptation scolaire et sociale, c'est le titre qu'on a au Canada, et orthopédagogue. Donc, c'est les deux titres, en fait, qu'on donne aux enseignants suite à la formation. Puis, ces titres-là, en fait, nous permettent d'agir à la fois à titre d'enseignant dans les écoles pour les classes spéciales et comme personne référente au niveau de l'intégration des difficultés d'apprentissage liées aux difficultés scolaires ou aux difficultés de niveau développemental comme, justement, l'autisme, TDAH, dyslexie, toutes ces choses-là. Donc, c'est un peu ce que nous permet de faire ces titres-là. Donc, quand je suis arrivée en Suisse, en fait, ça n'a pas été très long que je me suis rendu compte que le système scolaire est très différent. Et donc, c'était pas bête, en fait, de me lancer moi-même de mon côté plutôt que de rester dans les écoles suisses où il y a un système, justement, qui est très différent. Puis voilà, donc maintenant, ça fait 2 ans que je suis indépendante à Bulle et puis que je travaille spécifiquement pour le trouble du spectre de l'autisme, mais aussi par rapport pour tout ce qui est TDAH et HP, tout ce qui est neurodéveloppemental aussi, parce que malheureusement, c'est rarement un seul trouble par enfant. Donc, on fait un peu toutes les tâches connexes. Ce soir, j'avais le mandat, en fait, de vous parler un peu du trouble du spectre de l'autisme, donc de décrire en gros ce que ça veut dire, à quoi ça peut ressembler, comment ça se passe, la réalité de quelqu'un qui a un trouble du spectre de l'autisme et de vous faire un peu le bilan de, à l'école, à quoi ça peut ressembler. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est que vraiment, on fait un peu l'éventail de ce que c'est et puis après, je vous parlerai des facteurs d'intégration qui font que ça fonctionne dans les écoles régulières parce que tout le milieu spécialisé, c'est déjà bien pris en charge. Donc, vraiment, en ce moment, je trouve que l'enjeu il est beaucoup plus au niveau de l'intégration parce qu'on est tout de suite dans plus de nuances. Donc, on discutera de ça. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Ça va faire plaisir. Donc, voilà. C'est moi qui... Ouais. OK. Voilà. Donc, le trouble... le trouble du spectre de l'autisme, on s'y réfère comme TSA, mais vous l'avez probablement déjà entendu sous ces noms-là. Donc, syndrome d'Asperger, TED, c'était avant, autisme. Donc, il y a plusieurs appellations différentes, mais qui font tous partie de ce qu'on appelle maintenant le trouble du spectre de l'autisme. Donc, vraiment, moi, je m'y réfère comme TSA ou autisme en général, mais ça englobe tous ces noms-là qu'on donnait auparavant à ce trouble-là. En fait, c'est bien simple, c'est que tout ce qui est syndrome d'Asperger, ça a été, dans le fond, les recherches ont développé, le chercheur qui a développé ça était, si je ne me trompe pas, en Angleterre, au UK, et puis l'autisme, ça s'est développé, c'est quelque chose qui a été recherché aux États-Unis, mais simultanément, donc ils ont donné 2 noms différents à 2 troubles, en fait, qui se rejoignaient beaucoup, donc éventuellement, la communauté scientifique s'est décidée de regrouper tout ça sous un seul nom qui engloberait tout ça. Donc, le trouble du spectre de l'autisme.
Et il se définit par trois catégories de symptômes. Donc, d'abord, j'essaie de ne pas me cacher non plus. D'abord, ça se trouve être un déficit au niveau de la réciprocité dans la communication, donc, et dans les interactions sociales. Donc, c'est vraiment cette difficulté à interagir entre deux personnes qui a vraiment porté cette discussion commune, en fait, plutôt que d'avoir quelqu'un qui discute devant quelqu'un d'autre, mais qui a la difficulté à interagir. Donc, vraiment, dans l'autisme, c'est cette interaction-là, puis c'est cette réciprocité-là qui pose souci. Forcément, ça vient aussi englober tout ce qui est comportement social, parce que c'est prendre en compte l'autre, prendre en compte ses perceptions, ses réactions verbales, non verbales. Donc, ça a plusieurs critères qu'on va regarder ensemble, mais c'est le critère dans les livres, là, le diagnostic, c'est ce critère-là. Le deuxième critère se trouve à être le mode restreint répétitif de comportement ou d'intérêt ou d'activité. Donc, c'est vraiment là qu'on va retrouver tous les comportements stéréotypés qu'on voit dans les films, aligner des livres ou des blogs, aimer les trains et que les trains, et pendant 10 ans, c'est les trains, toutes les sortes de trains. C'est vraiment tout ce qui est en lien avec cette rigidité, si on veut, cognitive, puis cette difficulté justement à élargir ses horizons au niveau de ce qui est intéressant comme activité, ce qui est apprécié en général, puis au niveau des comportements globaux, donc il y a des comportements qui se rigidifient beaucoup. Le troisième critère, selon moi, donc, c'est l'hyper ou l'hyporéactivité sensorielle. Donc ça, c'est tous les mots scientifiques. Hein. Après, je vous simplifie le truc, mais on est vraiment dans des niveaux d'intérêt qui peuvent être vraiment inhabituels pour tout ce qui est aspect sensoriel dans l'environnement. Donc, que ce soit la vue, le toucher, l'ouïe, tout ce qui va être sensoriel, il va avoir une modulation qui est très différente de celle des autres personnes ou des gens neurotypiques. En gros, si on résume, ça fait vraiment des soucis au niveau, ou des aspects plus compliqués au niveau de la communication verbale, non verbale et sociale. Le fonctionnement général et les intérêts sont aussi plus compliqués si on veut à gérer. Et au niveau des sens, c'est aussi quelque chose qui fait partie, c'est une facette de ce trouble. Pourquoi on appelle ça le spectre de l'autisme? Et c'est là que ça vient, toute la nuance en fait du trouble, c'est parce que, comme là je vous ai mis le spectre de la lumière en fait, qu'on apprend au CO, je pense. Comme ce spectre-là, en fait, l'autisme, il n'y a pas une seule couleur, il n'y a pas une seule manière de le présenter. Donc, tout va être nuancé. Tous ces critères-là dont je vous ai parlé, ça va être à certains niveaux plus ou moins atteints, si on veut, qui va créer une multitude d'enfants qui vont avoir le même trouble, mais qui vont être très, 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 très différents les uns des autres. Alors, comparé à, par exemple, d'autres troubles neurodéveloppementaux, quand je pense, par exemple, à la dyslexie, TDAH, on a vraiment quand même des comportements qui regroupent tous ces enfants dans la même catégorie. Avec l'autisme, il y a tellement un éventail de présentations différentes que ça fait un trouble qui est très difficile à cerner, en fait. C'est très difficile d'établir, par exemple, une méthode de fonctionnement ou une solution qui fonctionne à tout coup. Donc, vraiment, on a un spectre, donc autant de nuances que dans les couleurs qu'on peut observer dans le trouble du spectre de l'autisme. En d'autres mots, ça veut dire qu'il peut avoir donc un autisme TSA sévère. Donc, on va voir par exemple les enfants qui vont au buissonnet souvent, donc des enfants qui vont aller dans les institutions spécialisées, qui ne parlent pas, qui ont un retard intellectuel important. Donc, ça fait partie du spectre de l'autisme, au même titre que quelqu'un qui n'a aucun retard intellectuel, mais qui a ces trois critères dont je vous ai parlé au début. Ça va tous faire partie du spectre de l'autisme. Je vous donne un exemple. À la fois, un petit coco qui ne parle pas à 8 ans, qui n'arrive pas à aller aux toilettes, va être TSA peut-être. Et moi, j'ai mon grand frère qui est ingénieur, 2 enfants mariés, autiste aussi. Donc, il y a vraiment toutes les nuances qui existent et il y a des milliers de personnes qui vont avoir des niveaux d'atteinte variables dans les 3 sphères dont on a parlé tout à l'heure, mais qui vont avoir le même trouble. Donc, je vous laisse imaginer tout ce que ça pose comme questionnement, en fait. Oui? Et par rapport aux 3 critères, même si un des 3 doit être léger, oui. Ça fait quand même. Ben, alors, c'est la combinaison de ces 3 critères-là qui va faire en sorte qu'on va nommer quelqu'un comme étant autiste. Mais vraiment, ça peut être, par exemple, si je reviens en arrière aux 3 critères, ça peut être quelqu'un qui a
Au niveau sensoriel, c'est très, très, très compliqué. Donc, les sens, c'est soit hyper stimulant, donc tout est ressenti un peu plus fort, ou hypostimulant, donc quelqu'un peut être dans l'intensité au niveau sensoriel. Mais la communication, c'est difficile, mais ça peut quand même rentrer dans le spectre de l'autisme. Donc, c'est vraiment, ça va dépendre du niveau d'atteinte de ces 3 sphères-là. Puis si on est capable de dire qu'il y a des difficultés dans les 3 sphères, souvent, ça va rentrer dans l'autisme. Donc, c'est des évaluations qui sont très, très... Moi, je trouve qu'elles sont très importantes à faire dès qu'il y a des soupçons d'autisme. Parce que, ben, en partant, si la personne a été à ça, c'est important de dépister rapidement. Mais aussi parce que c'est des évaluations qui ratissent tellement large, parce que je veux dire, c'est 3 critères qui on est tous capables de dire qu'à un moment dans notre vie, on a une difficulté dans une ou l'autre de ces sphères. Donc, c'est des critères qui ratissent tellement large que ça devient super intéressant, en fait, de savoir, bon, est-ce que les tests qu'ils font, par exemple, les psys, c'est ils vont observer les enfants, observer les adultes, poser des questions, puis cocher. Là, je vous simplifie vraiment le truc, hein, mais c'est cocher puis mettre un certain score pour chacune des épreuves qu'il y a à faire. Le chiffre final, donc, qui correspond au score global atteint dans ces 3 sphères-là, va décider est-ce que c'est quelqu'un qui est TSA ou pas. Je ne sais pas si ça répond à la question. Hein? Oui. Mais en effet, ça fait que c'est très vaste. C'est très, très vaste comme diagnostic. Ça peut englober beaucoup, beaucoup de choses. D'où l'importance, je pense, de faire valoir l'intervention des professionnels et de faire les évaluations nécessaires, même si au final, la réponse, c'est ben, non, votre enfant n'est pas TSA. Tant mieux, joie, victoire, super. C'est quand même intéressant de faire les évaluations, étant donné qu'il y a tellement de nuances, puis ça peut tellement être léger, puis quand même atteindre le quotidien de manière assez significative. Alors, typiquement, le trouble du spectre de l'autisme, partout dans le monde, les recherches s'accordent pour dire que c'est à peu près 1% de la population. 1%, ça paraît un peu abstrait comme ça, mais en Suisse, ça veut dire à peu près 86 000 personnes en Suisse, puis au moins 3187 personnes dans le canton de Fribourg. Donc, ça, c'est les personnes, selon les recherches, qui sont touchées par l'autisme. Maintenant, au Canada, il y a des recherches qui sont en train de sortir qui expliquent que le taux d'autisme est passé de 1 personne sur 100 à 1 personne sur 87. Donc, c'est en constante évolution. Puis, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de magie, en fait. Il y a possiblement une composante génétique, ce qui fait que bien, plus il y a de personnes autistes, plus ça va donner d'enfants autistes. Donc, il y a un peu cet effet boule de neige qui se fait avec le temps, qui en fait une problématique, en fait, qui est très, très, très d'actualité. D'autant plus parce que le nombre augmente constamment. Ce qui veut dire, en fait, si on fait les maths rapidement, dans les écoles suisses, je ne sais pas s'il y a 200 élèves dans l'école, mais il y a au moins 2 enfants autistes dans l'école. Ça, statistiquement, ça va ressembler à ça. Je pense au CO, par exemple, je ne sais pas, il y a combien d'élèves au CO de RIA, typiquement? 650, mais ça veut dire qu'ils ont minimum 6 enfants autistes, voire 7. 6 ados autistes, voire 7. Puis, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte, en fait, qu'il y en a il y en a partout, en fait, des personnes qui vont avoir un trouble du spectre de l'autisme. C'est juste que pour le moment, c'est encore quelque chose qui est très sous-diagnostiqué. Donc, ces chiffres-là, hein, c'est encore sous-diagnostiqué. Donc, probablement que ça va faire qu'augmenter, ne serait-ce que par l'efficacité qu'on a maintenant de plus en plus sur le dépistage et le diagnostic. Mais ça montre aussi que tout le monde, si on réfléchit, on est à 1 ou 2 degrés d'une famille qui connaît quelqu'un d'autiste. Ça, il n'y a pas de magie. Donc, ça englobe vraiment toute la société, je pense, dans une problématique qui est assez globale. D'où l'importance. En fait, ben, c'est sûr que moi, j'ai un parti pris, mais je pense que c'est important d'en parler. Dans les statistiques aussi, selon les recherches, on voit qu'il y a 4 fois plus de garçons que de filles qui sont touchés par ce trouble, ce qui est aussi de plus en plus en évolution, parce qu'on se rend compte que les filles sont beaucoup plus difficiles à dépister que les garçons au niveau de l'autisme. Typiquement, c'est par les comportements observables qu'on utilise en bas âge pour évaluer est-ce qu'un enfant est autiste ou pas. Mais souvent, on se rend compte que les filles qui vont plus tard dans leur vie avoir la cotation de ce fameux chiffre sur l'évaluation qui dit que la personne est autiste, vont coter autiste, mais qui, à l'enfance, étaient peut-être plus en mesure de s'adapter ou avaient plus cette capacité, si on veut, à faire le caméléon et à compenser. Donc, c'est vraiment, les filles sont de plus en plus diagnostiquées, puis on se rend compte que finalement, cette proportion-là, elle sera plus d'actualité. Elle sera plus d'actualité assez rapidement. Donc, pour le moment, c'est encore ça, par contre.
Sinon, une autre statistique que je trouvais intéressante, c'est que le tiers des personnes autistes auraient une atteinte cognitive, donc ça veut dire au niveau du quotient intellectuel, vraiment au niveau cognitif, justement. Mais il y a quand même 44% qui auraient une intelligence moyenne ou supérieure. Ça veut dire que sur le 1% que la recherche nous dit, il y a au moins 44% de ces gens-là qui, comme vous et moi, ont une intelligence qui est dans la norme ou supérieure à cette norme-là. Ce qui veut dire qu'on est quand même dans une population qui est significative. Si je prends les 86 000 personnes en Suisse, mais ça veut dire qu'il y en a 43 000 qui sont dans une intelligence moyenne ou supérieure à la moyenne. Donc, je pense que ça vaut le coup de se poser des questions, comment on fait pour amener ces personnes-là au travers de la scolarité obligatoire, de la scolarité post-obligatoire, pour être éventuellement des participants actifs à la société, parce qu'on a des gens qui ont clairement les capacités de le faire. Donc, je trouve que c'est des belles questions à se poser. Et puis, malgré tout ça, encore aujourd'hui, en 2021, la cause n'est pas définie. On ne sait pas pourquoi il n'y a pas de consensus. Pardon. Il n'y a pas de consensus dans la communauté scientifique pour le moment concernant la cause de ce trouble-là. Certains vont dire que c'est peut-être génétique, d'autres vont dire que c'est peut-être pour X, Y raison. Je veux dire, j'ai vu jusqu'à des recherches qui disaient que ça pouvait être le colorant alimentaire dans les bonbons qui faisait l'autisme. Donc, il y a vraiment de tout en ce moment. Mais la cause qui est, si on veut, le plus discutée en ce moment, c'est l'aspect génétique des choses. Mais encore là, partez pas d'ici en vous disant qu'on sait ce qui se passe. On ne sait pas encore. Pour le moment, la communauté scientifique n'est vraiment pas en mesure de donner une cause définie, puis encore moins d'expliquer comment ça arrive, pourquoi ça arrive, puis de quelle manière on pourrait aider à ce que ça arrive moins. Donc ça, c'est encore des questions qui restent sans réponse malgré toutes les recherches. Il y a tout un document qui avait été fait par, je ne sais plus si c'était en Ontario ou en tout cas dans une des provinces canadiennes, qui s'appelait vraiment l'autisme. Autisme et neurotypique, mieux se comprendre. Et puis, il y avait différents exemples dans ce document-là qui expliquaient vraiment des trucs quotidiens pour les gens neurotypiques, comment ça peut être perçu par une personne autiste. Puis je trouve que c'est des comparaisons intéressantes à faire pour expliquer justement l'atteinte dans le quotidien. C'est des exemples tout bêtes, comme par exemple la discrimination sensorielle efficace. Et je me rends compte, je dis tout bête, puis finalement, ce mot-là, ça sonne un peu intense. En fait, la discrimination sensorielle, c'est le terme qu'on utilise pour décrire, par exemple, la capacité de quelqu'un à faire abstraction de ses sens pendant qu'il y en a un qui est stimulé. Typiquement, en ce moment, moi, je vous parle. S'il y a quelqu'un qui entrait par la porte, vous n'arrêteriez pas de m'écouter. Vous entendriez quand même ce que je dis, puis vous seriez en mesure de dire « je vais focuser mon attention sur ce qu'elle dit », par exemple. Donc ça, c'est en tant que neurotypique, donc les personnes qui ne sont pas autistes, qui ont un fonctionnement neurologique typique, donc, c'est une capacité qu'on a de discriminer ça. Même chose quand un élève est au CO, par exemple, et qu'il y a des travaux dans la cour, va être capable de, la majorité du temps, quand même écouter le prof, ou regarder ce qui se passe, ou porter son attention sur un de ses sens, de choisir sur lequel de ses sens il va focuser. Justement, donc, les 5 sens, voir, entendre, sentir, toucher, et puis goûter. Nous, on est capable, par exemple, on est au resto, on mange, on discute, donc on se parle, on s'écoute, on mange, on est capable de à la fois savoir que ce qu'on mange, on aime bien, ce qu'on entend de la conversation, c'est intéressant, puis d'y répondre. Donc, on est capable d'utiliser un peu tous nos sens en même temps, mais de quand même accorder à chacun de ces sens-là une certaine importance, puis d'avoir le contrôle sur ça. Par exemple, dans une école, ça peut être aussi simple que quand l'enseignant donne une consigne, on est capable de se dire, les enfants, en fait, vont être capables de se dire, il y a un adulte qui donne une consigne, donc je vais écouter. Et donc, je sais ce qu'on attend de moi, je sais ce qui est important à retenir. Même s'il y a plus d'une personne qui parle en même temps, on est capable, dans une conversation en tant que neurotypique, d'isoler la personne qu'on a envie d'écouter le plus. Dans un groupe de personnes, il y en a plusieurs qui parlent en même temps, c'est quelque chose qu'en tant que neurotypique, on est capable de faire. Du côté TSA, c'est assez différent dans le sens où on a une perception sensorielle qui est ce qu'on appelle simultanée, donc où tout va se passer en même temps, ou une discrimination sensorielle, mais qui n'est pas nécessairement efficace. Ce qui veut dire que si en même temps dans la pièce, il y a une mouche, moi qui parle, l'ordinateur qui fait du bruit, puis une voiture qui passe,
tous les sens vont être stimulés en même temps. Ce qui fait que ma voix ne sera pas plus importante que le son de la voiture ou la mouche qui vole autour. Il n'y aura pas plus d'informations qui vont être retenues de ma voix que de la mouche qui vole. Parallèlement à ça, ce que ça veut dire, c'est aussi que, si on reprend le même exemple d'un adulte qui donne une consigne pendant le goûter à l'école, ben, l'enfant qui est en train de manger, imaginons, il épluche une clémentine, une mandarine, je ne sais pas comment on appelle ici. Mandarine. L'enfant qui épluche sa mandarine, donc il y a les odeurs, il y a le toucher, il va la manger la mandarine, donc il y a le goût. Si l'adulte donne une consigne à ce moment-là, l'enfant devrait être en mesure de discriminer, c'est ce qu'on s'attend de lui, mais alors à ce moment-là, il y a tous les sens qui se passent en même temps, ce qui veut dire que la consigne qui est donnée par l'enseignant, au niveau neurologique, n'aura pas plus d'importance que l'odeur de la mandarine. Okay? Et puis encore, là, je vous parle juste des sensations qui sont en contexte du goûter. Hein. Il n'y a pas encore la voiture qui passe dehors, l'autre enfant qui parle, celui qui pleure parce que son goûter, ce n'est pas ce qu'il voulait. Il y a toutes ces choses-là qui entrent en ligne de compte. Donc, vraiment, au niveau sensoriel, ça peut être super difficile de juste percevoir la même chose que ce que nous, on attend de l'enfant, en fait, qui perçoit. Juste ça, s'il y a plus d'une personne qui parle en même temps, ça pose donc problème parce que ça empêche... Pardon, derrière la mouche. Je ne voulais pas la faire. Justement, si plus d'une personne parle en même temps, en fait, on se retrouve dans une situation où les 2 personnes qui parlent, les 3 personnes qui parlent, ou si on est dans une classe et qu'il y a plusieurs travaux d'équipe qui se passent en même temps, par exemple, il n'y a pas de priorité qui va être donnée à la personne la plus importante à écouter. Tout va se passer au même niveau, ce qui fait que je vous laisse imaginer la confusion qu'il peut y avoir. Si à la fois le prof donne une consigne, le copain dit une blague, il y a quelqu'un dans le corridor qui parle, puis tout ça c'est au même niveau, ça devient super difficile de savoir ce qui est attendu, puis de le faire. Donc vraiment, ne serait-ce que dans la perception sensorielle, donc quelque chose d'aussi simple que nos 5 sens, c'est déjà très compliqué cette gestion-là. Donc ça fait partie des aspects qu'on travaille, à mon sens, qui devrait être travaillé le plus chez les personnes TSA, justement, pour arriver à une compréhension qui peut être du moins globalisée, si on veut, de ces concepts-là. Pour ça, ça va? Oui? Et du coup, un petit conseil pour les enseignants, là? Oui, bien vu, super. Alors, pour les enseignants, souvent, on va y revenir plus tard, mais souvent, ça serait quand on communique quelque chose à quelqu'un qui est TSA, donc d'utiliser plus d'une modalité sensorielle, comme ça, peu importe celle qui est stimulée à ce moment-là, il y a quelque chose qui peut être capté. Typiquement, c'est pour ça aussi, justement, qu'on utilise beaucoup les pictogrammes, les images, parce qu'on utilise... Oui, la voix, mais on utilise beaucoup l'image pour garder une référence de ce que la voix a dit pour que quand tous ces sens ont fini d'être stimulés, on puisse quand même se référer à la consigne, puis de manière assez autonome. Si on laisse les pictogrammes, l'enseignant, il n'est pas obligé d'être à côté à pointer les pictogrammes pour qu'il puisse être présent. Donc, je pense que première chose, ce serait d'utiliser un support au moins visuel, mais vraiment d'y ajouter à la fois un environnement qui est peut-être épuré au niveau sensoriel, donc où on peut du mieux possible. Alors, je suis consciente que dans une classe, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus simple, mais où du mieux possible, on peut essayer de tempérer les différents sens qui sont stimulés, puis juste en garder conscience que si tous les élèves de la classe parlent en même temps et que vous essayez de dire une consigne, ben oui, pour tous les élèves, c'est plus difficile, mais pour la personne TSA, c'est carrément impossible d'entendre ce que vous dites. Donc, ça peut être d'utiliser le référent visuel, d'épurer l'environnement sensoriel. Puis des fois, ça peut être de dire la consigne, mais en se posant devant la personne TSA ou du moins dans une distance qui fait que là, c'est assez clair, je suis en train de te donner une consigne. Donc, si on fait tous ces éléments-là, je pense qu'il y a plus de chances que ça fonctionne. Mais on va regarder d'autres choses tout à l'heure, mais sommairement, ça serait un peu ça. N'hésitez pas à m'arrêter. Hein. Je sais que quand je parle de mon sujet, je suis assez ennuyée, mais c'est bien de m'arrêter. Alors, le deuxième exemple que je trouve intéressant, c'est la tendance neurotypique de percevoir la globalité des choses avant de percevoir les détails. Je vous donne un exemple tout simple. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Un tyrannosaure, un dinosaure. Okay? Nous, on voit un dinosaure, c'est le premier truc qui vient. On voit qu'il est chou, on voit qu'il est là. C'est un dinosaure. La personne TSA va avoir cette perception qui est centrée sur les détails avant la globalité des choses. Ce qui fait que si on lui met le même dinosaure, la première chose qui peut être vue, là, ça c'est un exemple, ça peut être le petit cœur ou les dents.
Ce qui fait qu'il y a tout un chemin avant d'en arriver à « c'est un dinosaure ». Mais non, mais il y a des dents. OK? Mais c'est peut-être même pas des dents encore, c'est peut-être que des triangles encore. Puis du coup, avant de généraliser à « c'est peut-être des dents », puis « ah, c'est peut-être des dents dans une bouche », puis « c'est peut-être des dents dans une bouche de dinosaure », c'est des étapes cognitives qu'on rajoute, ce qui fait que la généralisation, vraiment, en soi, c'est une étape qui nécessite beaucoup d'efforts, en fait. Puis ça, quand on parle de la perception, c'est partout. C'est autant dans la rue, dans les cours à l'école, dans la famille pendant le repas. C'est cette tendance vraiment à focusser sur les détails d'abord, puis ensuite de globaliser. Donc, forcément, que si on met, par exemple, je pense à l'heure du souper, on met une assiette de nourriture sur la table, bien, l'enfant, peut-être, il va voir une chose dans l'assiette qui est un détail, puis si ça tombe que c'est sur quelque chose qu'il n'aime pas, il ne mangera pas. Parce que c'est ça qu'il pense qu'il y a dans son assiette. Alors qu'il n'a pas vu que ça faisait partie d'un repas encore. Donc, on est vraiment dans des aspects comme ça où ça devient super difficile de faire la traduction entre ce que nous, on perçoit, comme par exemple des lasagnes, puis ce que l'enfant TSA va percevoir quand on va lui mettre une assiette avec des lasagnes dedans, c'est-à-dire le morceau de tomate qu'il ne veut pas voir. C'est vraiment à garder en tête, en fait, quand on se retrouve face à des personnes TSA, parce que ça change complètement la manière d'aborder les sujets. Là, j'ai pris l'exemple du tyrannosaure, mais si on prend l'exemple d'une addition en mathématiques, un enfant neurotypique va d'habitude, à un certain âge, avoir la capacité de voir que quand il y a deux éléments et un plus entre les deux, c'est une addition. La personne TSA, elle va avoir besoin d'un coup de main avant de se rendre à cette déduction-là. Donc, ça peut être peut-être parce qu'elle va focusser sur soit un chiffre ou soit sur une tâche que sur la feuille de papier ou la couleur des chaussettes de son enseignante. On ne sait pas sur quel détail ça va focusser. C'est pour ça que ça devient super important dans les méthodes pédagogiques d'aider les enfants à focusser le plus possible sur ce qu'on veut qu'il soit important. Par exemple, ça peut être de mettre en évidence déjà sur les feuilles qu'est-ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Retirer des exercices, des feuilles, les petits dessins qui sont si choux et si intéressants, mais qui sont que des distractions, en fait, pour l'objectif pédagogique qui est, au final, l'addition. Donc ça peut être une manière... ça peut être une manière. Une autre manière, ça peut être de vraiment, de nouveau, limiter, si on veut, le nombre d'éléments qui peuvent être le focus de l'attention sans qu'on le veuille. Je fais un exemple. Une fois, dans une école au Canada, j'enseignais à ma classe d'enfants autistes et puis j'avais deux chaussettes différentes. Et après tout le cours de maths, même si j'avais les outils pédagogiques adéquats, même si j'avais une posture de travail qui, à mon sens, respectait les limites et les caractéristiques TSA, le simple fait que j'avais deux chaussures différentes, il y en a un qui n'avait pas du tout capté ce que j'avais dit. Je lui aurais demandé est-ce qu'on a fait des maths ou de la géographie, je pense qu'il m'aurait dit on a fait du français. Juste parce que lui, il avait focusé sur mes chaussettes et ça l'avait dérangé tout le long. Donc, plus on arrive à épurer l'environnement des choses qui sont des stimulations superflues, plus on va arriver à avoir un enfant qui arrive à focusser sur ce qu'on aimerait qu'il focus. Un autre exemple, puis ça m'a toujours marqué, on a toujours, nous, la capacité de reconnaître quelqu'un à son visage. Juste, on croise quelqu'un dans la rue, puis on dit « Ah, mais je l'ai déjà rencontré quelque part. » Ou à quel endroit déjà? Ah oui, c'est telle personne. On reconnaît la personne en voyant son visage. Je pense qu'il y a quelques personnes dans la salle que j'ai connues quand ils sont rentrés, parce que j'ai déjà vu, puis parce que leur visage n'a pas changé. Une personne TSA peut facilement reconnaître les gens par un microscopique détail. Typiquement, quand j'enseignais dans la classe d'enfants autistes, j'avais les cheveux roses. Les enfants me reconnaissaient par mes cheveux roses. Le jour où j'ai changé la couleur de mes cheveux, mes élèves ne me reconnaissaient plus. Ça a pris pour certains plus d'une semaine avant de reconstruire le même lien qu'on avait avant que je change ma couleur de cheveux. Parce que pour eux, ce qu'ils voulaient dire « Orlane, c'est ma prof », c'était mes cheveux roses. Puis du coup, je rentrais dans la pièce et ils ne savaient pas faire la différence entre moi et une inconnue parce que c'est ce détail-là qui avait capté leur attention en premier. Même principe, une fois, change de lessive. C'est des trucs auxquels on ne pense pas, mais qui peut être le détail qui change tout, en fait. Quand j'avais changé la lessive que j'utilisais pour mes vêtements, il y a un enfant, il ne s'approchait plus de moi. Il gardait 3 mètres de distance parce que pour lui, je n'étais plus la même personne. Et puis, sans avoir cette compréhension-là de « Oh, peut-être qu'il est déstabilisé parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans mon quotidien »,
Mais si je n'ai pas cette compréhension-là face à cet enfant-là, je passe complètement à côté d'une angoisse qu'il a, c'est-à-dire qu'il y a une inconnue qui essaie de s'approcher de moi. Donc, c'est vraiment des détails qui font en sorte, qui peuvent changer en fait complètement le quotidien de ces enfants-là. Je ne sais pas si ça vous parle un peu ces exemples-là. C'est assez. Moi, étant dans le domaine, c'est assez typique, mais je trouve quand même intéressant de partager ce type de connaissances. Il y a des recherches qui ont même montré. Oui, pardon. Mais après, l'idée, ça serait de changer au maximum de couleur de cheveux, histoire que l'enfant, il arrive maintenant à développer des stratégies pour reconnaître. Ou bien c'est sans penser dans ce truc, je vais avoir toujours les cheveux roses et puis je vais toujours la même lessive pour pouvoir les stabiliser. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour faire bien? Alors, c'est justement le gros dilemme pédagogique, éducatif dans la vie des personnes TSA. Jusqu'où je pousse, puis jusqu'où je m'adapte. C'est une ligne à marcher, en fait, de se dire, est-ce que moi, je veux que son focus soit mis sur apprendre à s'adapter à la couleur de mes cheveux, ou je veux plutôt qu'il apprenne à regarder les gens dans les yeux quand ils leur parlent, ou je veux plutôt qu'il apprenne à communiquer de manière adéquate quand il se fait mal, ou je veux qu'il apprenne à gérer sa frustration. C'est de voir quel objectif est prioritaire, puis si on en arrive à l'étape où la priorité, c'est de poser son regard sur autre chose que juste les cheveux d'une personne pour la reconnaître, bien alors forcément, on va tester différentes choses, on va sortir des perruques, puis on s'amuse. Tu vois, je suis encore la même personne, je mets la perruque blonde, encore la même. Donc, c'est de voir si ça devient ça l'objectif, parce que c'est ce qui pose problème, mais moi, je suis tout pour le travailler, vraiment. Après, il faut garder en tête que si la personne TSA, elle réfléchit de cette manière-là, c'est pas parce qu'il y a une chose de briser dans sa tête. C'est vraiment parce que c'est un mode de fonctionnement qui est de nouveau généralisé. Donc là, j'ai pris ces exemples sur les personnes, sur comment reconnaître une personne. Mais ça va être le même principe pour quand un adolescent qui veut aller voir ses amis prend l'autobus. Si c'est un autobus différent, mais tout d'un coup, c'est une situation inconnue, c'est une situation nouvelle. Donc, on peut entraîner le plus possible la flexibilité cognitive en entraînant justement à reconnaître les mêmes personnes avec les couleurs de cheveux différentes, mais cette généralisation-là sur les facteurs qui changent dans la vie de tous les jours et qu'on ne contrôle pas, c'est un tout autre apprentissage. Puis je trouve que c'est là que la nuance, elle est difficile à faire, en fait. De se poser et de dire, OK, moi, en tant que prof, bien, sur quoi je mets l'accent? Est-ce que la priorité, c'est qu'ils apprennent l'orthographe de certains mots ou qu'ils apprennent à faire confiance à une personne si sa couleur de cheveux change? Ou qu'ils apprennent du moins à utiliser des outils qui lui permettent de s'adapter peut-être un peu plus rapidement qu'en une semaine. Donc, il y a tout qui peut... Je trouve que le questionnement, il est vraiment d'actualité, en fait. C'est un peu comme en ce moment, les enfants TSA qui sont intégrés dans les classes régulières dans le canton de Fribourg, ils ont un enseignant spécialisé 6 unités par semaine maximum. Souvent, quand ils passent au CO, c'est 4 unités. Un enfant qui a 4 unités, un enseignant spécialisé au CO, alors qu'au CO, les locaux changent, les profs changent, les copains changent, les horaires changent, hein, c'est pas la même chose que quand c'était au primaire où il y a eu plusieurs années dans une chose. Donc, il y a tous ces facteurs qui changent là. Et c'est sûr que j'aurais tendance à dire, si moi, je suis son enseignante spécialisée, peut-être que je ne fais pas exprès de changer ma couleur de cheveux pendant le début de l'année. Je ne ferais pas essayer de rajouter des changements encore parce que ça devient de nouveau d'autres choses à travailler. Donc, ça peut être intéressant de travailler quand c'est ça l'objectif principal. Sinon, j'aurais tendance à dire, plus on va être capable de prendre la personne comme elle est, de dire, bon, si pour toi c'est difficile quand moi je change de lessive toutes les semaines, peut-être que j'essaie pendant un certain temps, moi, de garder la même lessive, puis quand je change, je te dis. De trouver un peu une ligne avec la personne concernée pour justement s'adapter juste assez, puis travailler les choses juste assez aussi. Mais c'est une grosse question. Hein? C'est pas... si j'avais la réponse parfaite, je pense que je serais partie pour la gloire. Quoi. C'est pas... c'est une grosse question sur le plan pédagogique, éducatif, médical. On est en plein dedans. Puis ça fait aussi partie donc, des enjeux les principaux, je veux dire, la difficulté d'adaptation à ces styles de détails-là. Ça fait que l'autisme, ben, pour ceux qui connaissent des personnes autistes, vous savez, c'est déstabilisant dans le quotidien, toujours. Donc, voilà, je trouve que ben, le questionnement il est important, c'est important qu'il soit présent, ça c'est sûr. Oui? Et au niveau de la condition de quand on arrive à acquérir ça, au niveau de la méthode technique, et puis après on peut imaginer qu'après de cette réponse, ça fait que c'est un petit peu appris
laisse chaque fois pour chaque situation nouvelle, de non vraiment au niveau de la perception de l'enfant pour la situation. Il faut le lien entre les. La globaliser, par exemple, ça s'est passé comme ça avec Aurélane quand elle a changé sa couleur de cheveux. Donc, quand maman change sa couleur de cheveux, c'est très difficile. Parce que forcément, je reviens à la perception des détails avant la perception du global. On va percevoir une situation microscopique, aussi petite qu'elle soit, puis ça va être, OK, je suis dans une nouvelle situation. Donc, la capacité à globaliser, c'est le travail d'une vie. Puis, malheureusement, la personne TSA, je touche du bois, littéralement. Je trouve que si je me disais que c'était impossible de faire évoluer cette capacité-là, je ne ferais pas mon travail. Par contre, est-ce que ça va être possible d'atteindre un niveau de flexibilité comme les neurotypiques? Je ne pense pas non plus. Parce que c'est vraiment dans le mode de fonctionnement. Puis, par exemple, je pense à quelqu'un qui est dyslexique, où est-ce que l'atteinte, elle est que dans le langage écrit. On peut trouver des manières de pallier d'un côté avec le langage écrit, on peut trouver des stratégies cognitives à enseigner à la personne qui est dyslexique. Puis une fois que tout ça s'est mis en place, bien, quand elle est en contexte du langage écrit, ça va mieux. La personne qui est ça, c'est que ça touche la maison, le sommeil, la nourriture, l'école, les copains, les parents. Ça ne finit plus, en fait. C'est tous les contextes de la vie quotidienne, ce qui fait que c'est très difficile de travailler à développer cette capacité à s'adapter dans toutes ces sphères-là. Donc, souvent, quand on va faire des plans d'intervention pour les personnes qui sont TSA, on va vraiment viser des objectifs ultra, ultra précis. Par exemple, s'adaptera quand mes cheveux changeront de couleur. Okay? On travaille ça précisément avec les perruques. On fait des activités jusqu'à ce qu'on arrive à un certain point où, si une journée, je décide que par surprise, je me pointe avec la perruque, il sait qu'il peut faire référence à son outil, puis utiliser ses stratégies de respiration. Il peut utiliser ses outils pour gérer ce qui se passe à l'intérieur. Bon, une fois que ça c'est acquis, là, on peut passer à, OK, quel deuxième détail on pourrait travailler maintenant? Puis là, on passe à, OK, si je change de lessive maintenant, comment ça se passe? Donc, c'est vraiment un travail qui est constant. Ceux qui connaissent des personnes TSA savent que c'est un travail qui est aussi épuisant. Donc, souvent, les enfants, ils viennent au cabinet, et les parents viennent au cabinet en disant « Mon enfant, il est en 3H et il est épuisé. Il n'en peut plus. Il est comme en burn-out scolaire, en 3H. Qu'est-ce qui se passe? » C'est toutes ces micro-situations auxquelles nous, on s'attend en tant que neurotypique. Est-ce qu'il y a une adaptation? Est-ce qu'il y a une globalisation? Puis sans cet apprentissage qui, si on veut, très, très explicite de « Bonjour, ce matin, j'ai une nouvelle lessive, l'odeur est différente, peut-être que ça va te déranger. Si ça te dérange, tu peux aller dans le coin calme, par exemple. Okay? » Donc ça, on a quelque chose qui est très explicite, puis encore, ça peut quand même être difficile. Donc, tout ça fait en sorte que les enfants, ça leur demande une énergie considérable, juste aller à l'école, puis là, on n'est même pas encore dans aller à l'école pour apprendre à lire. Donc, c'est vraiment, ça demande de l'énergie beaucoup à la personne, ça demande de l'énergie à l'environnement, puis forcément à la famille, parce que, je veux dire, changer de lessive, on s'entend, c'est pas toujours quelque chose qui est prévu. On ne fait pas le shopping de la semaine en se disant « Cette semaine, je vais tester une nouvelle lessive parce que j'ai envie de déstabiliser mon enfant. » Non. Non. Mais quand ça arrive, il n'y en a plus à l'épicerie, donc on prend celle d'à côté, puis voilà. Mais c'est toutes des choses comme ça qui demandent énormément de la famille, de l'enfant. Puis du coup, ben, de généraliser tout ça, je pense qu'il faut que ça soit fait vraiment avec une bienveillance ultra, ultra, parce qu'il n'y a pas tout qui va pouvoir être travaillé. Forcément, il va falloir faire des choix. Je ne sais pas si ça répond à la question, c'est peut-être un peu pessimiste comme manière de le voir, mais en même temps, je préfère être très réaliste dans les attentes qu'on a, en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'une personne TSA ne peut pas être fonctionnelle. Je reprends l'exemple de mon frère ingénieur, 2 enfants mariés. Il a toutes les petites boîtes sont cochées pour dire ta vie va bien. Ben oui, tout est là. Ça ne veut pas dire que c'est simple tous les jours, mais il a trouvé des stratégies qui lui permettent de s'adapter à différentes situations. Puis quand il y a des problèmes qui se présentent, ben, il les attrape un après l'autre et il gère comme ça. C'est pas impossible. Ça demande par contre justement un environnement accueillant, compréhensible, puis des enseignants qui sont de nouveau accueillants, compréhensibles, bienveillants pour créer des expériences positives justement. L'autre exemple que j'ai, que je trouve intéressant à montrer, c'est la capacité à recharger sa batterie au contact des autres.
Moi, je prends toujours l'exemple en tant qu'adulte, aller prendre un verre le vendredi soir quand la semaine de travail est difficile. Ça fait un peu du bien, tout le monde, on relaxe, c'est cool, ou juste se mettre une série télé le vendredi soir, lever les pieds sur le pouce, puis dire « Oh, la soirée est finie avec le copain, avec les enfants, ça peut être ça. » Ça fait du bien. On a la capacité à dire « Ce moment me ressource », par exemple. Un exemple pour les enfants, ça peut être jouer une partie de Uno entre frères et sœurs. Ça peut être super cool pour les enfants. Jouer dehors avec ses copains qui jouent au foot dehors. Ça peut être super ressourçant pour un enfant qui a passé la journée à l'école de dire « Je vais aller jouer au foot dehors avec ses copains. » Ça fait du bien, ça détend, ça recharge les batteries, justement. La personne TSA, si on se remet en contexte où la communication est difficile, le fonctionnement plus intéressant en particulier, puis les 5 sens sont soit trop stimulés, soit pas assez stimulés, toutes ces activités-là deviennent un énorme défi. Donc, ça devient encore des moments de la journée où il y a des efforts qui doivent être fournis. Donc, ça ne devient absolument pas des moments où on peut recharger la batterie. Par contre, si on choisit des activités qui respectent ces sphères-là, puis qu'on dit, OK, on est capable d'imaginer, par exemple, une activité où tu es immersé dans ton intérêt. Je prends le même exemple du petit garçon qui adore les trains. Mais si on le dit, OK, catalogue de trains, je te laisse l'observer pendant les 2 prochaines heures. Mais tout d'un coup, là, ça ne demande aucune interaction sociale. On est en plein dans son intérêt et dans son fonctionnement. Puis on est dans quelque chose où sensoriellement, il va recevoir que de l'information qui est agréable pour lui, c'est-à-dire voir les trains qui passent dans son catalogue. Mais là, on peut recharger la batterie. Mais si on s'attend à ce qu'un enfant TSA recharge sa pile en jouant au Uno avec ses frères et sœurs, on ne réussira pas. ça se passera pas. Je pense que tout le monde qui connaît un enfant, c'est capable de dire que jouer à des jeux de société avec les frères et sœurs, ça peut être une activité éducative en soi. C'est toujours à vocation thérapeutique, éducative, pédagogique. Il y a beaucoup à faire. C'est assurément pas relaxant. Donc, à garder en tête, typiquement, justement, le besoin, c'est de se déconnecter de ce qui va demander de l'énergie. Donc, de se déconnecter de ce qui va stimuler ces 3 sphères-là négativement. C'est donc pour ça que souvent, je dis souvent, pas toujours, parce que de nouveau, on ne peut pas généraliser avec la population TSA, mais souvent, les jeux vidéo permettent de déconnecter socialement, déconnecter sensoriellement, puis de vraiment s'immerser dans un monde qui plaît, parce que des jeux vidéo, il n'y en manque pas de sorte. Il y en a 1 million de différents qui répondent à différents besoins. Donc, c'est assez simple pour un enfant de trouver le jeu sur les trains qui lui plaît, de ne pas avoir à parler à personne, d'avoir à entretenir de relations sociales, puis de se trouver dans un environnement qui est justement au niveau sensoriel et de nouveau très épuré. Le casque d'écoute, la chambre où les fenêtres sont fermées. Donc, c'est vraiment un intérêt qu'on va retrouver souvent. C'est pas pour rien. Et c'est pas non plus négatif, dans le sens où si ça permet à un enfant de recharger ses batteries, moi je suis pour, dans le sens où c'est tellement difficile de recharger ses batteries. Je prends aussi l'exemple, par exemple, dans une école, la récréation ne fait pas du bien à la personne TSA. La récréation demande encore plus d'énergie que le cours de français, par exemple. Pourquoi? Parce qu'à la récréation, il y a beaucoup d'enfants qui bougent, qui crient, qui courent, qui sautent, qui lancent des ballons. On ne sait pas de quel côté il arrive, on ne sait pas qui parle, on ne sait pas qui fait quoi. Il n'y a pas nécessairement de structure, c'est un peu tout le monde fait ce qu'il veut. Il y a des règles, mais c'est les profs qui les disent. Puis on ne sait jamais trop quel prof va se pointer à la récréation. Il y a un horaire, mais ça bouge. C'est un peu chaotique. Ça se passe dehors en plus. Donc, s'il fait froid, s'il fait chaud, s'il pleut, s'il neige, il y a tout qui change, il y a tout qui varie. C'est ultra compliqué, la récréation pour une personne TSA. Ce qui fait que dans plusieurs écoles, il y a des enseignants qui me disent « Est-ce qu'on pourrait dire la récréation, tu la passes dedans avec ton livre? » Oui. Si l'objectif de la récréation, c'est de travailler à s'adapter à un environnement qui est chaotique, ben OK, on sort dehors. Mais si le but de la récréation, c'est se recharger pour qu'après ça, il soit disponible au cours de maths, ben alors oui, le laisser à l'intérieur, dans son pouf, avec son livre, c'est peut-être la meilleure option. Ce n'est pas de l'exclusion que de dire on va laisser une chance à cet enfant-là de se détendre. Donc, je pense que c'est de nouveau à naviguer avec un esprit assez flexible, de se dire que peut-être que notre idée d'une récréation ne correspond pas à son idée d'une récréation qui fait du bien. Mais ça demande quand même une gymnastique mentale, alors de se dire qu'est-ce qui serait relaxant pour moi, puis pourquoi ça ne l'est pas pour lui, puis qu'est-ce que je peux lui proposer.
Donc, c'est assez complexe à ce niveau-là. Un autre exemple, c'est l'exemple de la communication verbale. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à, dans une classe, comment on fait pour que l'enfant se focus sur ce qu'on lui demande plutôt que sur tout le reste. Si je donne l'exemple et je dis « OK, tout le monde, on va se laver les mains avant d'aller jouer dehors ». Une fois que je vous ai dit, ma phrase, elle est disparue. Elle est dans votre tête, vous en souvenez, mais ça reste qu'elle est disparue. Elle n'est plus dans le présent, en fait. Elle est dans ce qui vient de se passer. Pendant que je vous ai dit la phrase, il y a vos 5 sens qui étaient là. Ça a été possible de s'isoler sur Louis et d'entendre ce que je disais et donc de retenir ce qu'il y avait à faire. La personne TSA, on va préférer toujours une approche qui est au niveau imagé, textuel, quelque chose de bien tangible, parce que dans la même situation, si on dit « OK, tout le monde, on va se laver les mains avant d'aller jouer dehors », une fois que ma phrase elle est finie, si j'ai une représentation visuelle, par exemple, ben c'est encore là. Ce qui fait que quand je vais être rendue à me poser la question « Ah, qu'est-ce que je dois faire déjà? Je sais que la prof elle a dit, mais je ne me souviens plus. » Ben, je peux regarder mon référent visuel et dire « OK, on va se laver les mains, après on va dehors. » Donc, c'est vraiment un outil visuel, ça permet à la personne TSA d'analyser l'information sensorielle à son rythme. Ça lui permet d'avoir accès à ce qu'on lui dit, mais quand elle sera prête à l'entendre, ou du moins à l'intérioriser. Parce que, de nouveau, au niveau sensoriel, si tout se passe en même temps, ce n'est pas forcément au moment que nous, on aimerait que ça soit entendu que la phrase qu'on a dit va être entendue. Ça veut pas dire, un enfant qui est présent dans la pièce, ça ne veut pas dire qu'il est disposé à écouter. Puis ça, c'est bon pour tous les enfants, pour les personnes TSA encore plus. Donc, typiquement, dans les écoles, j'aurais tendance à dire, plus on va ajouter ces référents visuels. On le fait beaucoup pour tout ce qui est école enfantine, parce qu'ils ne savent pas lire. C'est difficile d'avoir l'attention plus que 10 secondes. Peut-être je suis généreuse pour certains. Je veux dire. Ce qui fait qu'en ajoutant des visuels, il y a tout le monde qui est gagnant. Il y a tout le monde qui est gagnant, même le prof, parce qu'il n'aura pas répété la même consigne 6 fois. Il va juste pouvoir pointer les images à un certain point, puis tout le monde sait quoi faire. Donc, vraiment, premier truc à réfléchir, ça serait justement ces référents visuels. Juste pour avoir une idée, qui est enseignant dans la pièce? Génial! Cette diapo-là, en fait, je trouve ça, il va y avoir beaucoup d'informations en même temps, mais je pense que pour les enseignants, c'est super intéressant parce que ça donne justement un point de départ, parce qu'avec tous ces éléments-là qui sont différents, c'est vraiment facile de se dire, mais là, par quoi je commence? Est-ce que ça va changer quelque chose? Si je fais un effort, il y a à peu près 86 autres trucs à faire des efforts. Par quoi je commence? Pour les parents qui sont dans la pièce, c'est aussi super intéressant parce que quand on arrive dans les réseaux, c'est important pour les parents de savoir qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire à l'école pour que ça se passe mieux, parce que les enseignants ne savent pas nécessairement tout. Puis c'est normal, hein, on est tous forts dans un domaine, ben, ce n'est pas tous les enseignants du régulier qui sont forts dans l'autisme. Du coup, à l'école, on commence par quoi? Pour intégrer des jeunes TSA dans les classes régulières avec accès à maximum 6 unités de soutien d'un enseignant spécialisé qui ne connaît pas nécessairement l'autisme non plus. Okay? Donc, les recherches et les différents témoignages des personnes TSA nous disent que ça passe par 5 étapes différentes. La première étape, c'est de sensibiliser le milieu, donc de savoir de quoi on parle. Donc, typiquement, venir à une conférence qui parle de l'autisme, ça rentre là-dedans. Savoir quels sont les facteurs autistiques, quels sont les symptômes autistiques, qu'est-ce qui est particulier chez un enfant ou l'autre. Okay? Donc, de sensibiliser à la fois les enseignants, puis pas juste l'enseignant du jeune, hein, mais les enseignants de l'école, les responsables d'établissement et les autres élèves. Souvent, je reçois la question, est-ce qu'on devrait dire aux enfants de la classe qu'il y a un enfant autiste dans la classe ou on ne leur dit pas? C'est une question qui se pose, je pense que c'est une question qui se pose comme parents. Est-ce qu'on dit tout de suite qu'il y a une différence ou on laisse un peu les choses se poser puis on attend de voir? Il n'y aura pas de magie, cette différence-là, elle va être observable à un certain moment. Les autres enfants, si on ne leur dit pas, vont de toute façon s'en rendre compte. Un enfant, c'est très observateur. Si un enfant autiste dans la classe, c'est presque sûr qu'il va arriver un soir à la maison en disant « Mais c'est tellement spécial, Samuel à l'école, il est différent, mais je ne sais pas ce qui se passe, je vais être malade ou quelque chose. » Moi, le conseil que je donne toujours aux parents, c'est plus on peut le dire tôt aux enfants,
plus on a de chances qu'ils acceptent cette différence-là et qu'ils la prennent en considération quand ils vont justement à la récréation, quand ils vont au cours de musique, quand ils vont à la gym et qu'ils voient que c'est difficile pour Samuel dans la classe. Plus on arrive à mettre des mots sur cette différence-là, plus on arrive à informer plutôt qu'à juger. Donc, plus on enseigne aux enfants à s'informer plutôt qu'à juger. Donc, de sensibiliser les autres élèves en disant, bien, soit les parents, on va à l'école pour expliquer, bien, Samuel, lui, il aime bien les trains. Il aime les trains. Peut-être que si tu joues avec lui à la cuisine, il va vouloir sortir un train. C'est son jeu préféré. De nommer ces choses-là, c'est son jeu préféré parce que Samuel, il est différent. Il a ce qu'on appelle un TSA. Il n'est pas moins intelligent, puis il n'a pas moins envie d'être ton ami. C'est juste que des fois, peut-être, il ne sait pas comment faire. Donc, de se poser et puis d'expliquer aux enfants qu'est-ce qui se passe, c'est toujours une étape qui est primordiale, du moins dans ma vision. Après, je ne peux jamais dire aux parents, vous devrez faire ça. Non. Chaque parent va à son rythme, chaque famille va décider. Mais moi, c'est le conseil que je donne. Plus on arrive à être transparent avec les classes, les enseignants, les élèves, plus on arrive à quelque chose de communicatif, plus moins on arrive dans quelque chose où il y a un jugement. La deuxième étape pour une intégration efficace. Oui. J'ai une question, ça c'est la théorie. Concrètement, est-ce que vous avez fait des interventions de changement sur les parents, les établissements scolaires, la réunion des enseignants? Oui. Ben, alors, plus au Canada qu'ici. Mais ici, alors, je commence. Gentiment, on commence. Souvent, on va se retrouver dans une école. Ben, je dis souvent. Les écoles dans lesquelles moi, je me suis retrouvée, souvent, ça va être l'enseignant qui est disponible, l'enseignant spécialisé. Ça va être pendant les réseaux. Ça va être très fermé. C'est pas du tout un manque de volonté, hein, dans le sens que je pense que ça serait même très bénéfique. Moi, si on me dit « Go, il faut parler de l'autisme dans toutes les écoles du canton de Fribourg », je prends mon sac et j'y vais. Je pense que c'est le truc qui va être le plus bénéfique pour les personnes autistes puis pour les enfants en âge scolaire actuellement. Mais ça serait qui? Ça serait les parents? Toutes ces personnes. Dans le sens, si les parents demandent whatever, on aimerait organiser une journée, ça fonctionne. Dans le sens, ça fonctionne. Pour être bien franche, là où ça bloque souvent, c'est une fois que les parents disent on aimerait organiser quelque chose où il y a quelqu'un qui va venir parler à l'école de ce que c'est l'autisme, le RE va dire top, mais on prend ça dans quel budget? Avec les différentes associations, parfois on arrive à débloquer un petit budget. Dans les familles où les parents ont un certain revenu, puis ils disent ben nous, on en a tellement marre que personne ne comprenne que nous, on va payer une intervention qui vient à l'école pour expliquer qu'est-ce que c'est l'autisme. En ce moment, ça ressemble à ça, les choses qui sont faites. Après, on travaille dans le milieu associatif. Moi, je suis dans l'association d'Autisme Fribourg, comme plusieurs personnes probablement le sont aussi ici. On travaille beaucoup pour rendre accessible ce type de soirée d'information, ce type de rencontres hebdomadaires. Vraiment, on essaie le plus possible que ça fasse partie d'une approche qui est systématisée par l'enseignement régulier pour donner accès à tout le monde à des connaissances de base, juste pour qu'au moins cette sensibilisation-là puisse être faite. Mais le point de départ, j'aurais tendance à dire, ça serait vraiment de cogner à la porte du RE et de dire, nous, on demande ça. Il ne dira peut-être pas oui tout de suite, puis peut-être qu'il ne dira pas oui non plus l'année d'après, mais s'il y a à chaque année de plus en plus de parents qui demandent la même chose, éventuellement la réponse, ça va être oui. Il n'y a pas le choix, je veux dire. Après, ça doit être inclus dans la formation. Je veux dire, à HEP, les jeunes qui sortent, il peut y avoir de plus en plus de cas, comme vous dites. Oui. Ça fait un module. Mais l'après-midi, si on parle de TSA, c'est hyper intéressant. Alors, oui, vraiment. Alors, c'est clair que là, vous argumentez avec une convaincue. Là. Moi, je suis d'avis. C'est les politiques. Alors, c'est sûr que le côté politique, il n'y est pas beaucoup, dans le sens que forcément, les budgets, c'est décidé par tout ce qui est politique. Donc, c'est eux qui vont être en mesure de dire on a 3 temps. Après, on est en discussion avec le César, donc l'enseignement spécialisé, pour essayer de rendre disponibles des formations plus spécifiques terrain pour les personnes qui, justement, de nouveau, dans le concret, ont affaire avec ce type d'enfants ou des enfants qui ont ces problématiques-là. Les personnes qui prennent les décisions, je réfléchis parce que l'administration suisse, c'est... Pardon? Les HEP, c'est clair que les HEP, ce serait à contacter.
Tout ce qui est politique, ça serait à contacter. C'est sûr que tout ce qui est associatif peut vous donner un coup de main, mais en même temps, même si les associations ont toute la meilleure volonté, ça ne veut pas dire que ça change quelque chose. Donc, après ça, la DIC, c'est sûr que ça peut être un point de départ intéressant. Le Sésame en soi peut être un point de départ intéressant. C'est chic, typiquement, les enseignants spécialisés, ils ont un certain nombre d'heures de formation par année qu'ils doivent faire. Bon, mais s'il y a assez de gens qui demandent au Sésame que cette formation-là soit sur l'autisme, puis que ça ait une approche très pratico-pratique de qu'est-ce qu'on met dans nos classes quand on a un enfant intégré qui est autiste, bien, éventuellement, c'est ça que ça va devenir. Mais vraiment, c'est une réalisation à laquelle on est tous arrivés dans le domaine de l'autisme. D'ailleurs, il y a un comité, on est un groupe de professionnels spécialisés dans l'autisme dans le canton de Fribourg, où on est une vingtaine de professionnels qui se rencontrent une fois tous les mois, 2 mois. Puis on essaie le plus possible de s'insérer dans l'administratif pour créer une place à ce type de formation-là. Mais c'est un travail qui prend du temps, en fait, pour le moment. C'est le GIAF, le groupe interdisciplinaire des intervenants en autisme du canton de Fribourg. Je peux vous mettre un lien après, je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais je pourrais vous mettre le lien. Typiquement, dedans, on est des enseignants, des psychologues, des psychiatres, des logos, des ergothérapeutes, psychomotriciens. Il y a toutes sortes de professionnels, puis on arrive tous à la même conclusion, c'est-à-dire qu'il faudrait que les gens soient mieux formés, il faudrait que les gens aient la possibilité de se former en cours, une fois qu'ils sont... Mais exactement, ben oui, exactement. Il faudrait que ça soit accessible. En formation continue, il y a chaque année de fois, je suis des bibliothèques, donc, il y a des souvent des besoin voilà, de se former, de s'exprimer assez court, donc il y a une petite place. Et puis voilà, il y a cette Mais alors, vraiment, moi, n'importe quand quelqu'un m'appelle en disant est-ce que vous voulez donner une formation pour les enfants? Oui. Il n'y a pas le temps de finir sa phrase que la réponse est oui. C'est juste que, voilà, on peut proposer partout. On attend que ça prenne, en fait. Malheureusement, les gens qui décident de quelles formations sont données quand et où, par qui, ce n'est pas les gens qui enseignent dans les classes qui sont du lundi au vendredi avec les enfants concernés. Donc, il y a des fois une différence, en fait, entre la réalité des gens qui décident et des gens qui assistent à la formation. Donc, voilà. Mais alors, assurément, si vous avez envie de revendiquer plus que ça, des formations, tout ça, je vous donne mon numéro et on en discute, hein, parce que vraiment, ça pourrait être bénéfique pour tout le monde, je pense. Oui. J'aimerais avoir une réponse plus positive, mais voilà, pour le moment, c'est un peu ça la situation. Le deuxième élément qu'on regarde pour l'intégration en milieu scolaire ordinaire, c'est la structuration de l'espace. Donc, je vous donne un exemple, typiquement en ajoutant des repères visuels, hein, mais sur la photo, attendez, j'ai un laser. Sur la photo, typiquement, l'espace d'étude, ça se passe dans ce carré-là. Juste en faisant ça, on donne à la personne TSA qui a une vision qui a une perception qui peut être très, très labile de son environnement. On lui donne un cadre fixe. Donc, toi, si tu es en apprentissage, tu peux te placer n'importe où, mais dans ce carré-là. Donc, on structure l'espace d'une manière très compréhensible et visible, ce qui fait que même si on lui dit c'est assis à ta place pour faire ton exercice de français, et là, c'est assis à ta place dans ton carré, puis s'il se lève et qu'il veut sortir de cet espace-là, on se rappelle que, mais non, si je fais du français, c'est dans ce carré-là. OK, cool. Un exemple, c'est ça. Mais après, ça peut être un coin lecture, ça peut être l'ordinateur, c'est dans ce coin-là. Donc, l'ordinateur, on ne sort pas de ce coin-là. Si c'est l'ordinateur, c'est là-bas, c'est pas sur ton bureau. Ça peut être de dire un coin où tu peux aller te détendre, ça serait à cet endroit-là, de visuellement dire coin détente, on l'affiche, on le montre. Donc, vraiment de structurer l'espace de manière à ce qu'à la fois l'utilité des espaces soit claire, mais aussi que l'environnement soit assez épuré pour éviter justement, comme on disait tout à l'heure, le focus sur les détails qui ne sont pas ceux qu'on aimerait en fait. Je pense à un sol comme ça, c'est super joli, mais le nombre de planches qu'il y a avec le nombre de traits qu'il y a sur le sol, moi je connais beaucoup d'élèves qui auraient beaucoup de difficultés à être concentrés juste à cause du sol. Donc, aménager l'espace du mieux qu'on peut, hein. Typiquement, je ne peux pas le changer le sol. Bon, si je fais mon effort sur tout le reste de ce que je présente, bien, le sol, peut-être j'ai avoir une intervention à faire, mais au moins le reste, je vais savoir que c'est le plus possible
c'est le plus possible optimisé, si on veut. Donc, vraiment, cette structure de l'espace, elle est primordiale. Troisième chose qu'on structure, c'est le temps. Donc, vraiment, des représentations, ça peut à la fois être par aujourd'hui, ton horaire de la journée, c'est toutes ces étapes-là. Maintenant, on a fait la première, la deuxième, la troisième, donc on est à la quatrième. Donc là, j'ai structuré le temps. Ça peut être en utilisant le fameux time timer. Je pense qu'il n'y a aucune famille d'enfants autistes qui ne connaît pas ce time timer. Parce que ça représente le temps qui reste avant qu'on fasse autre chose, le temps qui reste avant le souper, le temps qui reste avant que la télé soit éteinte. C'est super important d'avoir de nouveau ce repère visuel parce que si on dit dans 15 minutes on mange, puis que l'enfant n'était pas prêt à entendre ou il n'était pas au niveau sensoriel disponible à entendre ça, il va arriver 10 minutes plus tard en disant « Maman, j'ai faim, on mange quand? » Alors ça peut être n'importe quel enfant, vous direz. La personne autiste, en même temps, ça peut être juste par justement cette perception qui a rendu le truc impossible. Donc, un time timer, et puis ça fonctionne pour tous les enfants. Certains vont avoir tendance peut-être à être un peu stressés par le time timer. Donc, typiquement, on peut changer vers le sablier, vers une journée qui est plus structurée dans le temps par les activités, tout ça. Mais vraiment, un point de départ, le time timer, c'est toujours gagnant. Vraiment. Ceux qui connaissent des enfants hyperactifs aussi, super gagnant aussi pour ces enfants. La quatrième étape pour une intégration réussie, en fait, ça serait de structurer et de segmenter les tâches. Donc là, si on regarde ici, dans l'horaire du jour, on a les différentes tâches. Ça peut être, OK, on fait le cours de français, la récré, le cours de maths, un peu d'ordinateur, on range notre sac puis on part. OK? Mais peut-être que rendu à l'étape, on range notre sac, la personne TSA n'a pas la capacité d'organiser son énergie cognitive pour dire, ça veut dire quoi ranger son sac? Bien là, en structurant les tâches, donc en disant, par exemple, ranger son sac, c'est prendre son classeur, le mettre dans son sac, prendre son plumier, mettre ses souliers. Plus on va détailler l'activité en étapes aussi, plus on va donner de nouveau un repère visuel à une pensée et donc permettre de garder une structure qui vous correspond, en fait, qui correspond à la personne qui demande, puis qui peut aider la personne TSA à répondre à cette demande-là. Le meilleur exemple, c'est dans toutes les salles de bain ou toilettes. C'est toujours scotché sur les miroirs, les toilettes publiques. Laver les mains, c'est comme ça, on rince, on gratte, il y a toutes les étapes là, qui sont dessinées. C'est un peu avoir cette réflexion-là de dire, se laver les mains, c'est ouvrir le robinet, mettre du savon, frotter, essuyer les mains, rincer, sécher. T'sais. De faire toutes les étapes une après l'autre, ça permet d'éviter d'avoir un enfant qui va mettre du savon dans ses mains, puis après se dire qu'est-ce que je fais avec ce savon? Puis en mettre partout. Parce que c'est rigolo d'avoir le savon sur le comptoir, par exemple. C'est vraiment avec des petites structures comme ça, puis on arrive à les enseigner et à les utiliser pour donner à la personne des points de repère, plus efficace vous allez être et plus vous allez gagner du temps et de l'énergie pour les trucs qui sont le plus importants, dans le sens où si à l'école, ce qui va être important, c'est le cours de maths, on ne veut pas qu'il perde toute son énergie à se poser la question comment j'organise mon lavage de main quand je vais aux toilettes. On veut que son énergie soit au cours de maths. Donc ça, on met ce repère-là pour l'aider. Puis au cours de maths, là, on mobilise ses capacités le plus possible. Et puis, le dernier point, c'est d'avoir accès à ces outils d'autorégulation. L'exemple, ça peut être soit l'autorégulation par rapport aux particularités sensorielles dont on a parlé, okay? Donc soit l'hypersensibilité, tout ce qui est bruit, odeur, tout ça. S'il y a un outil d'autorégulation, ça peut être super de l'utiliser et de lui donner accès. Quand je dis outil d'autorégulation, dans une des classes que j'avais, un jeune qui était très déstabilisé par les odeurs, certaines odeurs, quand ça devenait juste quelques minutes avant l'heure du lunch, la cafétéria faisait de la nourriture, puis du coup, ça sentait quelque chose. Toujours un repas différent, donc ça posait problème. Donc, il y avait une crème à main dans son bureau, ou quand ça se mettait à sentir ça, il pouvait prendre la crème à main, s'en mettre sur les mains, puis sentir ses mains. Puis là, ça lui permettait de nouveau se détendre parce que cette odeur-là, il la contrôlait puis il la connaissait. Donc ça faisait partie de ces outils d'autorégulation sensorielle, de dire, bien, quand l'odeur, elle me déstabilise, pour moi, j'ai accès à ce truc qui me rassure. Même principe pour les difficultés sociales. Quand je perds au Monopoly, je balance tout par la fenêtre. Ça peut arriver. Du coup, si on construit un outil social pour dire, OK, je perds au Monopoly, voici ce que je peux faire pour m'assurer que socialement, ça soit adéquat, d'avoir un beau petit schéma de construit, puis différentes avenues qu'on peut prendre,
ça peut vraiment faire toute la différence entre une partie de Monopoly qui se finit mal, puis une partie de Monopoly qui se finit neutre. Je ne dis pas que ça va se finir bien, mais neutre. L'exemple qu'il y a, puis là, je vous laisse voir peut-être, là, d'avoir un espace dans toutes les classes de régulier, je pense que ça prendrait un espace, un petit cocon, si on veut, qui est un endroit où une personne TSA peut aller se réfugier quand il y a la surcharge. Peu importe quel type de surcharge, si c'est des émotions trop fortes, si c'est au niveau sensoriel, si c'est au niveau des apprentissages, d'avoir un petit cocon où on peut dire, OK, dans cet espace-là, on ne stimule pas ce qui est difficile pour toi, on te permet de te ressourcer. Donc, dans cet espace-là, on fait la pause qui recharge tes batteries, là, justement. De créer ces espaces-là, ça peut faire toute la différence entre justement un jeune de 3H qui est épuisé aux vacances d'octobre, puis un jeune qui arrive à poursuivre son année scolaire et à apprendre quelque chose. Donc, voilà, c'est un peu les 5 facettes par lesquelles on commencerait. Choisissez laquelle vous voulez, il n'y a pas de mauvaise réponse. Okay? C'est vraiment, de toute façon, c'est un peu les 5 sphères qu'on essaie le plus possible d'adapter à l'école et de construire des projets pédagogiques sur ces sphères-là au niveau de l'autisme. C'est vraiment un point de départ, je trouve, qui met toutes les chances du côté à la fois de l'enfant et à la fois de l'enseignant pour ce qui est de l'intégration. Ça fait sens pour les enseignants qui sont ici? Je regarde tous, mais... Oui? OK. Super. On est où dans le temps? Juste pour que... Moi, j'ai pas mes repères, justement. OK. OK. Super. Non, c'est ça, je me dis, ça ne marche pas. OK, super. En fait, j'ai une suite, mais je pense que je voudrais d'abord peut-être, si vous avez des questions, des commentaires, des discussions que vous aimeriez qu'on ait, je trouverais ça quand même intéressant qu'on prenne le temps de faire ça, peut-être plus que de vous remplir la tête de d'autres théories encore. Après, c'est à voir c'est quoi le besoin en ce moment. Super. Oui. Une question de la sensibilisation du niveau. Oui. C'est bien d'en parler de enfants, mais avec quel mot ça sera possible pour les enfants? C'est vraiment une belle question, parce que je pense que ça va dépendre à quel âge ils ont, forcément. À l'école enfantine, on n'utilisera pas les mêmes mots qu'au CO. Je pense que d'utiliser les mêmes mots qu'on utiliserait, par exemple, si il y a un enfant qui a des béquilles une journée. Il n'est pas moins un ami de la classe parce qu'il a des béquilles. Je pense que ça serait d'utiliser des mots qui sont à la fois très compréhensibles pour eux, puis à la fois d'utiliser... Mon exemple de béquille, ce n'est pas le meilleur. Pardon, je tourne, mais je pense que ça peut être intéressant d'utiliser des mots qu'ils connaissent, puis de rattacher ces mots-là aux mots théoriques, mais de ne pas tous les prendre. Là, je vous en ai sorti beaucoup des mots qui sont très théoriques. Mais je pense que le mot autisme, il est important à garder en tête. Le reste, ils attraperont ce qu'ils arrivent à attraper. Si on parle des 5 sens, puis qu'on met les petits dessins, les enfants, ils savent de quoi on parle souvent. Parce que c'est des trucs à l'école enfantine où on en parle beaucoup, on découvre beaucoup par les sens. Donc, les enfants, ils vont être capables de reconnaître à ce niveau-là. Si on parle au niveau des idées qui sont vraiment, vraiment difficiles à changer, mais ça, c'est des formulations de phrases qui peuvent être plus comprises pour les enfants qui sont peut-être en plus jeune âge. Donc, de limiter les mots scientifiques. Autisme, je pense que c'est un mot qui est important parce que le jour où ils ont des questions... Pardon. Oui. Alors, on peut dire il est autiste. Après, on peut aussi dire il a un trouble autistique. Mais il faut garder en tête, plus on va dire de mots, plus on a de chances qu'il va retenir, il y a un trouble, il est troublé, il est troublant, il est ici, il est là. Plus les enfants sont jeunes, plus on va épurer les mots. Mais en gardant un peu la fibre de base, après, on peut dire qu'il a quelque chose qui s'appelle l'autisme. Donc, tout d'un coup, c'est ça. Après, ce qui est important, je trouve, de mentionner, c'est que ce n'est pas une maladie, ce qui veut dire que les autres enfants de la classe ne l'attraperont pas, puis ce qui veut dire que ça n'arrivera pas un jour où il va venir à l'école et il n'aura plus l'autisme. Je pense que c'est super important à garder en tête, surtout pour les enfants qui sont plus jeunes, parce que si on utilise il a l'autisme, c'est la même formulation que si on dit il a une pneumonie. Quand il a une pneumonie, il ne vient pas à l'école. Mais pourquoi lui, il vient à l'école s'il a l'autisme? Donc, de garder en tête, je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, je vois des points d'interrogation dans mes visages.
Redis ta phrase que tu as dit alors. C'est quoi la phrase que tu veux dire pour aider et l'autisme? Mais à un adulte, je dirais, il est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme. Okay? Pour un enfant, il faut choisir les mots là-dedans qui seraient les plus clairs. Donc, Timmy, il a ce qu'on appelle l'autisme. Ce n'est pas une maladie. Okay? C'est comme une couleur de cheveux, c'est comme une grandeur, c'est une caractéristique en fait. Je pense que ça pourrait être intéressant de le mettre en avant. Et puis après, partir sur ce qui fait qu'au niveau de la communication, peut-être qu'il faudrait rapport les yeux, il y a quelqu'un qui parlait. Oui, ou même, moi, j'aurais tendance à te dire, toi, pourquoi tu penses qu'on parle de ça? Toi, est-ce que tu as remarqué qu'est-ce qui est différent chez Jérémy, par exemple? Tu as remarqué des choses que Jérémy il fait que les autres enfants, ils font pas? Ben, OK, les choses que les enfants ont remarquées, là, ça va ressortir, parce que je sais que les enfants ne vont pas se retenir. Ça va sortir, puis on part de ces éléments-là pour dire, ben, tu vois, si tu vois qu'il aligne ses traits sur le tapis quand vous jouez à la poupée, par exemple, ça fait partie de ça fait partie de sa différence, ça fait partie de ses caractéristiques, c'est encore un mot qui est un peu trop long pour les enfants qui sont plus jeunes. Ça fait partie de sa différence. Toi aussi, tu as des trucs qui sont différents, on a tous des trucs qui sont différents. On a aussi des trucs en commun. Par exemple, Jérémy, il aime les tracteurs, comme toi, tu aimes les tracteurs. Je pense que de partir de ce que les enfants identifient, de développer un peu là-dessus avec les sphères dont on a parlé, mais ils n'ont pas besoin d'avoir le cours sur l'autisme, ils ont juste besoin de savoir que ça a un mot, que ça a un nom, et que c'est pas dangereux pour eux, que c'est pas dangereux pour l'enfant qui est concerné, puis que s'ils veulent en parler, ils peuvent venir vous voir, ils peuvent venir voir Jérémy, ils peuvent venir voir les parents de Jérémy. Je pense que plus vous allez garder une discussion qui est assez ouverte sur le sujet, c'est quand l'enfant vient de la récré en disant « J'ai vu Jérémy qui tournait en rond pendant la récré, est-ce que c'est normal? » Bien ça, tu vois, ça fait aussi partie de ce qu'on a discuté. Donc, on revient un peu sur ces choses-là. C'est pour ça que j'utilise beaucoup la transparence quand j'en parle. Mais je me rends compte que ce n'est pas non plus simple comme discussion à avoir. Je pense que ça peut être important justement de voir ce que les enfants ils identifient eux d'abord, puis un peu de partir de ça pour leur compréhension. Oui, c'est pas mal de préjugés, mais l'autisme, pour certains qui ne connaîtraient pas, autisme, c'est le Rayman, hein. C'est-à-dire le gamin qui se tape la tête au bout et puis qui Ben, alors, ça se fait, il y a des cas qui sont très lourds et des cas très légers. Donc, comment est-ce qu'on évite que, alors, parce que moi, je suis pas au collège, j'entends des fois, faire comme autiste, quoi. Ouais. Voilà. OK. En troisième, en troisième, c'est sympa, ça veut dire, le monde peut-être qu'au CO, il le connaissent déjà, et c'est ensuite ça veut dire. Alors, j'aurais tendance à. Ouais. Je pense qu'au collège, je partais surtout de l'exemple genre école enfantine, mais c'est vrai qu'au collège, on ne peut pas utiliser ces formulations-là, puis juste partir de ça et dire qu'on laisse couler. Je pense que moi, je m'appuie beaucoup sur ce qui est scientifique, style, il y a 1% de personnes. Dans le collège, là, on est au moins 6 qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Okay? De dire que dans le monde, ça fait combien de gens? Dans la Suisse, ça fait combien de gens? Donc, d'abord, de dire c'est pas le seul. Ensuite, de dire qu'il y a beaucoup de force. S'il est au collège avec vous, s'il y a une personne autiste, donc il est au collège avec vous, ça veut dire qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Il est aussi autant intelligent, sinon plus que plusieurs. Puis de partir un peu de ces faits qui sont très scientifiques, de se baser là-dessus. Puis après, quand ça tombe dans le péjoratif de espèce d'autiste, moi, je dirais la même chose que si on disait à quelqu'un espèce de con, quoi. Je veux dire, franchement, il n'y a pas de la discrimination sur l'autisme en général. Ben, en partant, on peut encourager, je pense que ça va toujours être une bonne approche, mais après, d'avoir des discussions franches et honnêtes. Est-ce que tu traites d'autisme parce que tu ne sais pas ce que ça veut dire d'être autiste ou parce que c'est un terme que tu trouves drôle de dire? Pourquoi c'est ce mot-là que tu utilises? Puis viens, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire pour vrai, en fait. Puis est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais dire? Qu'il n'y a pas de compétences, qu'il y a des difficultés dans les caractéristiques sociales, sensorielles et comportementales? Si c'est ça que tu voulais dire, OK, tu as fait utiliser le bon mot, sinon on va en trouver un autre. Je pense que là, il faut un peu à la fois se baser sur la théorie puis faire preuve de notre belle créativité d'enseignant, je pense, dans ces moments-là, parce que pour chaque personne, ça va être un peu différent. Après, est-ce que réellement il est autiste? Oui, aussi. Je pense que c'est important de ramener au fait que connaître l'autisme en général, puis connaître Samuel qui est dans la classe, qui est autiste, c'est deux choses aussi qui sont différentes.
pense que c'est de ramener à ça aussi, puis de dire, ben, OK, qu'est-ce qu'on sait qu'il aime, qu'est-ce qu'on sait qu'il n'aime pas? C'est une personne, il n'est pas juste autiste, il est aussi footballeur, il est aussi super bon en maths. De ramener à d'autres caractéristiques, je pense que ça peut être intéressant aussi. Oui. Moi, par rapport à la bibliographie qui existe sur comment parler de l'autisme avec le collège, mais oui. De la manière aussi des enfants qui sont de parler dans la différence quand je suis dans l'autisme. Oui. C'est facile, vraiment, j'étais génial, j'ai protesté avant que les enfants sachent qu'il y a un enfant qui est dans la classe. En fait, c'est des gens qui ont tout compris, et tout de suite, c'était de 4 ans, ils ont tout compris, il y avait quelqu'un dans la classe qui était différent. En fait, si des plein d'enfants, pas forcément tomberont juste, on dit ah, il est différent ici, vous faites c'est discrètement. Et puis on est arrivé petit à petit justement sur cette discussion, sur ces là et puis les enfants, c'est passé vraiment comme ça. Maintenant, c'est un souci, c'est un problème dans la classe, j'ai même pas besoin de mais donc après 5 ans, c'est peut-être plus facile d'avoir un avec un autre à cet âge-là. Moi, j'ai fait peut-être en grandissant pour expliquer les mais sur un agacement des vieux, mais il y a de l'agacement pour un enfant qui est oui, je reviens, s'appuyer sur les livres, c'est super. Il y en a plusieurs pour les jeunes. Il y en a quelques-uns pour les jeunes adultes, voire adultes, qui sont aussi super intéressants. Je pense qu'il y a un livre qui a été écrit par Brigitte Harrison puis Lise Saint-Charles qui s'appelle L'autisme expliqué aux non-autistes, qui est assez vulgarisé, qui peut être super pour justement des jeunes étudiants qui utilisent le mot parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. D'en sortir des paragraphes pour juste dire c'est ça que ça veut dire le mot que tu as utilisé. C'est pas, ça ne veut pas dire rien, ça ne veut pas dire. C'est pas un mot qu'on envoie comme ça en l'air, ça veut dire quelque chose, ça touche des gens. C'est un truc qui est vrai en fait. Parce que le prennent de l'injure, j'ai même des collègues, même j'ai entendu dire d'avoir un café avec nous, il ne faut pas ton autiste. Oui, puis ben, justement, là, de faire la différence entre, bon, est-ce que j'ai besoin d'être seule versus est-ce que je suis autiste, il y a une différence. Puis plus on peut le prendre comme un sujet à discuter plutôt qu'un mot tout seul qui est vide de sens. Mais après, c'est clair que j'ai aussi rencontré des enseignants qui regardent les enfants et qui disent toutes sortes d'injures par rapport au fait qu'ils soient autistes. Ça arrive. Dans tous les milieux, il y en a. C'est peut-être une naïveté canadienne de dire que l'injure vient de l'ignorance, mais l'injure vient de l'ignorance. Aussi en Suisse? Ben alors, moi j'ai tendance à informer, comme ça on combat l'ignorance, pas l'injure. Mais c'est pas magique non plus, je pense que rendu là, vous savez à qui vous vous adressez quand vous avez ce genre de discussion-là, donc on module là-dessus. Mais c'est clair qu'il y a plusieurs ouvrages pour enfants qui sont top. C'est vrai que les ouvrages pour ados, jeunes adultes, moins. Oui, c'est vrai, la série, je pense sur Netflix, il y avait Atypical qui était super pour ça. Il y avait une représentation qui était, bon, assez bien. Je pense que j'aime mieux Atypical que genre The Good Doctor, qui est très romancé, mais qui peut être un bon point de départ. De dire, ben, OK, on regarde une série, puis maintenant, si tu traites d'autisme, voilà. Après, je pense que beaucoup des préjugés que les jeunes peuvent avoir là-dessus, soit ça découle de justement une ignorance ou d'une mauvaise expérience. Il y en aura toujours des mauvaises expériences d'intégration, des enfants qui sont intégrés où les moyens ne sont pas nécessairement les meilleurs, puis tout d'un coup, la classe est vive une super mauvaise expérience avec cet enfant-là. Puis du coup, ben, quand ils grandissent, ça fait des ados qui ont peur, ça fait des ados qui ne savent pas, qui ne savent pas trop comment ça peut bien se passer. Donc, je pense que c'est aussi les enfants, les ados, les jeunes adultes, quand ils sont à cet âge-là, c'est aussi important de voir mais pourquoi ce mot-là a une connotation qui est si négative, en fait. Ça dépend des autistes auxquels ils ont été confrontés. Si c'est exact. un autisme léger ou si c'est un cas plus sévère. Oui. Non, vraiment, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais c'est pas une question qui est toute simple, puis j'ai vraiment pas l'ego de dire que j'ai toutes les réponses. Hein. Je pense que ça peut être. Je pense que c'est des discussions à avoir avec les autres enseignants qui vivent ces choses-là. Il n'y a pas une seule solution qui est la meilleure. Il y a plusieurs façons de le voir. Transparence, bienveillance, puis moins d'ignorance. Moi, c'est la base sur laquelle j'ai déjà appuyé. Voilà. Ça joue? Est-ce qu'il y avait des questions pour les personnes qui étaient là en ligne?
Et du coup, si ça vous va, moi, ça serait OK pour ce soir. Je vous ai un peu balancé plein d'informations, mais voilà. J'ai juste pas une chose que on a discuté dans la voiture, en fait, c'est qu'au Canada, vous avez un représentant. Ah oui, Pour chaque établissement, ce qu'il n'y a pas justement dans le contenu. Mais Je peux parler un peu. oui, ben alors, oui, c'est vrai que j'ai peut-être passé vite. Dans les titres que j'ai, donc, je vous ai dit orthopédagogue. Comment ça fonctionne dans les écoles canadiennes? En fait, c'est un fonctionnement d'intégration qui est très différent d'ici, dans le sens où dans chaque école, il va y avoir au moins une classe spéciale, qu'on appelle une classe en adaptation scolaire, justement, où il y a des enfants avec une certaine difficulté, ça peut être trouble de comportement, trouble du spectre de l'autisme, donc une classe spécialisée pour ces enfants-là, souvent avec la possibilité d'une intégration qui peut être de partielle à totale, qui va être graduée en fonction de ce qui est possible. Donc, par exemple, l'enfant, il est dans la classe spéciale pour plusieurs cours, mais les cours d'informatique, il est super, super fort, bien, il va avec la classe du régulier dans une classe d'attache, si on veut. Et puis, à ce moment-là, les orthopédagogues, en fait, notre rôle, c'est d'être un peu porteurs de cette bonne intégration-là, d'être ceux qui observent, qui s'assurent que dans les classes, il y a l'ouverture à l'intégration, que l'élève a tous les outils dont il aurait besoin pour cette intégration-là. Puis que tout ça, quand ça se passe mal, il y a quelqu'un qui rattrape le tir et qui dit « OK, est-ce que ça s'est passé mal parce que c'est une mauvaise personne ou parce qu'il y a eu tel et tel élément qui ont fait que ça s'est mal passé? » Donc, on a vraiment le rôle en tant qu'orthopédagogue d'être à la fois le porteur de cette intégration-là, de s'assurer que les enfants qui ont des difficultés qui ne sont pas suffisantes pour la classe spéciale, mais quand même très présentes pour la classe régulière, ils ont un suivi. Et aussi ce rôle d'expert conseil, si on veut, auprès de tous les autres enseignants de l'établissement. Donc, dans la description de tâches de l'orthopédagogue, il y a des unités allouées à discuter avec tel et tel enseignant de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un enfant autiste parce que l'année prochaine, il y en a un qui arrive dans sa classe, par exemple. Donc, vraiment, on est au minimum une par école. Ça va dépendre du nombre d'élèves. Parfois, on est 2, 3 ou 4, vraiment. Juste pour faire le relais, en fait, pour s'assurer que c'est le milieu qui est intégratif, puis pas juste l'enseignant qui est responsable de l'élève. Donc, vraiment, de s'assurer que c'est vraiment un milieu qui est globalement intégratif, inclusif. Ça fait un peu une personne de référence aussi, si c'est quelque chose qui se passe à la récré. Il y a une personne de référence à dire « Oh oui, ça s'est mal passé avec Samuel pendant sa récré d'intégration. Est-ce qu'on peut prendre le truc, par exemple? » Donc, ouais, ça fait aussi partie de l'eau. Oui, alors orthopédagogue d'actif, on sait, souvent il y a différents modèles. Ça peut être, s'il y a 3 orthopédagogues dans l'école, ça peut être une pour école enfantine première année, après ça, une pour deuxième cycle, une pour troisième cycle. Ça peut être 3 orthopédagogues qui font tous les âges, mais une classe par âge, puis ils séparent les 3 classes de chaque âge, par exemple. Vraiment, il y a différents modèles, mais assurément, oui, on peut se spécialiser pour les plus jeunes, pour les plus vieux. Oui. Oui. Puis, je trouve que l'intégration est une chouette idée, chouette concept. L'intégration à tout prix, peut-être moins. L'intégration au prix de la santé mentale de l'enfant concerné, l'enseignant concerné, puis les parents concernés. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais voilà. Puis surtout, l'intégration à tout prix, mais sans donner les ressources pour aider à cette intégration-là. Non. Juste, si on veut une intégration, il faut être prêt à mettre tout en place pour que ça se passe bien, parce que quand ça se passe mal, parce qu'il manque de ressources, parce qu'il manque de soutien, mais justement, ça fait des jeunes qui se retrouvent au collège en disant « Ah, moi, les autistes, je suis plus capable. Les autistes, je ne veux pas en entendre parler. Là, il y en a un qui me lance une chaise primaire, là, fait que lui, je ne veux pas le voir. » C'est pas ça qu'on veut quand on intègre les enfants. Donc, oui. Mais je pense que d'avoir cette personne de référence sur comment je fais pour intégrer, puis qu'est-ce que je peux mettre en place pour intégrer, puis OK, est-ce que tu peux venir dans ma classe quelques heures pour me montrer comment je pourrais faire pour l'intégrer? D'avoir au moins une personne de référence qui papillonne un peu toutes les classes d'une école, je pense que ça fait un milieu qui est très soutenu, puis qui est beaucoup plus serré, en fait, qui est beaucoup plus, qui est
plus une communauté, si on veut, que juste différentes classes qui ont différentes mères, différents jeunes. Puis, je trouve que ça fait quelque chose qui est peut-être plus soutenant. Mais voilà, c'est au Canada. On fait ce qu'on peut ici. Voilà. Ça répond, hein? Oui, mais c'est moi, en ce moment, comme indépendante, alors oui, moi, je ne suis pas fermée à le faire, vraiment. C'est toujours la question de le budget, il vient d'où? Parce que, alors, c'est toujours la question en tant qu'indépendante de dire, ben, est-ce que je ferais du bénévolat dans les écoles pour aider à l'intégration des jeunes autistes? Alors, mon cœur me dirait oui, n'importe quand, let's go. Le compte en banque dit non. Donc, c'est un peu de voir. Mais après, c'est clair que dès qu'il y a une demande de dire on aimerait avoir une formation, puis on aimerait intervenir à l'école pour nous donner un coup de main, je pense que dans le canton de Vaud, il existait tout un module qui s'appelait le module 20 heures, qui était des enseignants spécialisés en autisme, des éducateurs spécialisés en autisme qui accordaient 20 heures à la situation d'un enfant qui était intégré au régulier. Puis du coup, ben, j'ai un collègue, je pense, Marc Ségoura, qui passait 20 heures d'accordé. Ça veut dire des heures d'observation, des heures de construction matérielle, des heures de formation pour les enseignants et les équipes. Et typiquement, ça existe dans le canton de Vaud. On travaille fort, fort, fort pour qu'il y ait un système comme ça dans le canton de Fribourg. Ça peut faire partie de la service du CETA. Ça... C'est ça qu'on fait. Alors, c'est vraiment pas faute d'essayer. C'est pour ça qu'on ne se décourage pas trop, qu'on essaie de garder la tête haute et de continuer à la revendiquer. Parce que ben, typiquement, avec 20 heures, on ne fait pas de la magie, mais c'est déjà beaucoup mieux que zéro. Donc, je pense à des dossiers où les jeunes ils sont TSA, ils rentrent à l'école, les enseignants spécialisés sont super motivés, puis en même temps, les connaissances de base sur l'autisme sont super limitées. Puis du coup, tu te dis, bon, OK, super, on fait ce qu'on peut avec des gens motivés. Puis on espère pour le mieux. Mais s'il pouvait avoir justement quelque chose de systématique, un nombre d'heures d'allouées par des professionnels du domaine, on se donne plus de chance. Bon. Bref, discussion à poursuivre. Mais voilà. Merci beaucoup de votre présence et de vos interventions. C'était super intéressant. En fait, je pense que... J'ai un petit pack apéro pour Mon Dieu. vendredi. Oui. Il y a même du sur la. C'est pas vrai.